Tiens, je prends le temps à remercier qualité de son rôle et le président Jean-Paul Jean pour l'honneur qu'il nous fait de participer à cette illustre assemblée. Évoquer la justice à travers les objets qui servent de symbole permet de souligner la divergence des représentations entre deux modèles de justice, une justice rationnelle qu'aurait construite les États en Occident dans le sillage de la Renaissance des droits de l'homme, et une justice traditionnelle, souvent empreinte d'une sacralité animiste. Les objets qui représentent la justice sont évoquateurs. Pour la France, on porte évidemment, on l'a déjà vu, la Thémis qui pêche sous les traits, femme au pied d'anglais et portant dans la main un glaive et dans l'autre une balance conjointe. La symbolique est évidente. Celui bon, fait que le juge doit forger son opinion à partir de facteurs qu'il a cru abandonner par un jeu. Donc, l'information de la laïcisation de la justice et le refus de la continuité du surnaturel. La qualification du fait est établie par le permettant l'application de la loi. Il serait bon de prétendre parler des objets associés à la justice traditionnelle de l'Afrique francophone, dans la mesure où chaque peuple a ses propres symboles. L'image la plus évidente, du moins pour un occidental, c'est celle du masque. Le masque qui incarne même d'une justice de l'aspiration des ancêtres. Mais ce peut être aussi, pour prendre l'exemple de la folklore, le palmier à l'huile, le casse-mouche ou le calao, un oiseau, vous savez l'image, un oiseau pourvu d'une très grosse tête qui représente la justice chez les Kimiko, donc un grand groupe à la frontière du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Sa grosse tête, et je parle ici sous le contrôle du professeur Séraphin et Néné Dubotier de l'Université de Bouaké, sa grosse tête est le signe de son intelligence, de son savoir, son très long bec symbolise sa détermination, bien qu'il doit inspirer le juge lorsqu'il dit le droit. Coiffé d'un chapeau orné de plumes de calao, le juge dit la vérité et, à l'instar du calao, sa parole doit être sobre. Le cas des célébrités montre donc la divergence des représentations entre une justice aveugle qui trouve sa source dans elle-même et un juge qui agit sous l'intervention de forces extérieures et repérant les signes délivrés par le monde de l'invisible pour énoncer une solution. Ces deux modèles, donc entre cette justice rationnelle et cette justice inspirée, ces deux modèles sont souvent pensés comme irréductibles. Et les critiques adressées à la justice d'État en Afrique subsaharienne insistent souvent sur cette divergence fondamentale et attribuent les dysfonctionnements de la justice à la difficulté de la transplantation du modèle français. Il y a sans doute une part de vérité dans cette analyse, mais je voudrais aujourd'hui proposer de la nuancer pour deux raisons. D'une part, parce que la radicalité de l'opposition entre les modèles semble encore découler d'une forme de pensée évolutionniste. Ensuite, parce que les échecs de la transposition du modèle occidental pourraient bien tenir aussi au dysfonctionnement de ce même modèle occidental. Dans les deux cas, c'est le rituel judiciaire qui peut servir de guide, d'abord pour réaliser la contrainte qu'exerce un mode évolutionniste dans la compréhension des différents rituels, ensuite pour souligner les failles du rituel judiciaire français et vérifier en quoi elles ont pu contribuer, que ce soit en France ou dans les pays francophones, à éloigner la justice des justiciables. Donc, tout d'abord, le rituel judiciaire à l'aune d'une certaine histoire du droit. On sait combien une forme de pensée contrainte par l'évolutionnisme ambiant du XIXe siècle a influencé l'histoire du droit, en l'incitant à penser la vie des sociétés sur le modèle du vivant. La doctrine est bien connue, de même que les espèces évoluent, les sociétés se transformeraient suivant dans leur ensemble des étapes identiques qui seraient censées les mener vers des formes augmentées, améliorées d'organisation du politique. Lorsque la colonisation a mis les Occidentaux en contact avec les traditions des peuples,
qu'ils entendaient administrer, beaucoup ont eu le sentiment de découvrir, d'être en contact avec un stade de droit primitif, sans doute assez semblable à celui qui aurait été le leur, donc à une étape antérieure de la Révolution. Cette lecture des coutumes a donné lieu à deux explications qui concernent justement le rituel. D'abord, elle a souvent incité les Occidentaux à interpréter les traditions des peuples colonisés comme une sorte d'envers de leur propre droit, ce qui les a amenés à raisonner en termes d'opposition. Là où le droit occidental privilégie les preuves rationnelles pour établir la réalité des faits et a donc recours au syllogisme juridique pour construire un jugement selon le lieu de vérité, présumer dire la vérité, les peuples colonisés seraient demeurés à un stade antérieur d'évolution. N'ayant pas encore inventé le droit tel que les Occidentaux le pensent, ils vivraient sous le règne de coutume, privilégiant le recours à des preuves qui sont dites irrationnelles, au premier chef desquelles l'ordalie. Autrement dit, là où le droit des Occidentaux leur permet de construire, leur permettrait de construire une vérité judiciaire, les indigènes avaient recours au jugement des dieux, une justice de l'invisible qui servait à la révélation de la vérité. Et au cœur de ces systèmes, le rituel, notamment celui de l'ordalie, qui réalisait la sacralisation du moment judiciaire. Fort heureusement, cette lecture évolutionniste de l'histoire du droit est aujourd'hui dépassée et on a pu montrer combien l'opposition entre preuves rationnelles et preuves irrationnelles, si elle est commode sur les papiers, est dénuée de tout fondement scientifique. Pour prendre l'exemple de l'ordalie, telle qu'elle apparaît en Occident, il s'agit non pas d'une institution barbare qui aurait été apportée par les tribus germaniques, comme on l'a souvent dit, mais plutôt d'un produit hybride, une construction, une fabrication forgée dans l'Empire romain tardif, donc au 5e siècle, dans le contexte de procès militaires entre des provinciaux et des soldats barbares. L'ordalie qui s'est imposée au Moyen-Âge occidental est donc une forme de procédure qui a été élaborée par des administrateurs juges qui servaient d'équivalent à la torture fréquente à l'époque, sous prétexte d'arracher la vérité aux partis. Par ailleurs, l'idée que tous les peuples auraient eu recours, auraient connu les mêmes stades d'évolution et auraient donc eu recours à l'ordalie à un moment donné de leur évolution ne tient pas la route, tout simplement parce qu'on sait que dans un certain nombre de sociétés, de cultures, eh bien, tout simplement, il n'y a pas aucune trace de l'existence d'ordalie, précisément chez les peuples germaniques, d'ailleurs. Si les thèses évolutionnistes ne comptent plus guère d'adeptes, elles continuent, malgré tout, à orienter encore, comme en témoignent peut-être les thèses qui sont développées par les promoteurs des modes amiables de résolution des litiges. Dans le contexte des années 1970, les critiques de l'État dénoncent sa justice, le pouvoir du juge, le mythe de la femme aux yeux bandés. L'anthropologie juridique avait alors bonne presse et les récits des ethnologues décrivent d'autres façons de résoudre les litiges dans des sociétés qui sont pensées sans État. Ils insistent sur le rôle de la parole conciliatrice, sur la capacité qu'ont ces sociétés non juridiques à régler les conflits, non pas par des jugements, mais de façon consensuelle. Pour les adeptes du courant alternatif, les modes amiables de résolution des litiges correspondraient à une façon naturelle de résoudre les conflits. Elles favorisent une justice douce qui s'opposerait au tranchant de la justice d'État. Une justice accommode le tissu social, là où le jugement opère comme un couperet. L'idée est donc que le développement de l'État aurait perverti les capacités naturelles des citoyens à régler par eux-mêmes leurs différends. Et au centre de cette critique se trouve justement le rituel judiciaire, les formes imposées par l'État qui parasiteraient finalement la propension naturelle des parties à résoudre leurs affaires par elles-mêmes. Cette lecture du droit séduit encore
et a certainement participé à ériger les palabres africaines en une sorte d'emblème de cette justice restauratrice. Les palabres sont devenues comme une sorte de concept de la sorte de justice, une invitation à s'inspirer des façons naturelles de faire qui auraient été conservées en Afrique. Là encore, il faut peut-être se méfier des raccourcis évolutionnistes et prendre quelques précautions avec le dogme d'une justice douce, puisque on sait bien que les palabres africaines ne sont pas plus douces ni moins douces que celles des juges, et que même parfois elles peuvent être. Revenons maintenant au rituel judiciaire en Occident. La doctrine récente a favorisé sa compréhension grâce à une approche anthropologique de la symbolique judiciaire. En Occident, le rite opère la séparation de la justice en la retranchant de l'ordinaire. Un isolement de la scène judiciaire qui a sans doute participé à éloigner la justice, finalement, des justiciables. Aldo Schiavone, un professeur de droit romain en Italie, a, dans son ouvrage intitulé Ius, l'invention du droit en Occident, souligné l'importance du rite dans la fabrique du droit romain. Il parle, je le cite, de syndrome prescriptif pour illustrer l'obsession des Romains pour le rituel. Rite, le terme vient du latin, ritus, qui désigne le rite, mais aussi la norme, la coutume. Le rite est consubstantiel au droit romain. C'est par l'accomplissement du rituel que se constitue le droit. Et c'est d'ailleurs sans doute ce qui explique la faveur des droits des Romains pour les tablettes qui leur servent d'instrumentum. Car les tablettes sur lesquelles donc, on écrivait, ces tablettes ne sont pas juste le support de l'écrit. Le recours aux tablettes donnait en effet en partie le sentiment qu'elles fabriquaient leur droit, manipulaient ce droit. Par cette manipulation, elles fabriquaient le droit, elles créaient le droit. L'obsession du rite à Rome a donc une portée heuristique, car elle est à l'origine d'un phénomène qui est vraiment fondamental pour la connaissance du droit occidental, à savoir la séparation du droit, ce qu'on a pu appeler parfois l'isolement du droit. L'accomplissement du rite permet de couper avec le réel, d'opérer une séparation avec l'ordinaire du temps et du lieu. Et c'est sans doute ce trait caractéristique de la pratique du droit à Rome qui est à l'origine de la représentation du droit, du jus, en latin, constitué comme une science à part, dotée de sa propre terminologie, de son propre vocabulaire et de ses propres acteurs. Le droit a pu devenir une science, une doctrine, qui a sa propre réalité et qui a développé un registre de vérité capable de prendre ses distances avec les contingences de la nature. Il y a là une particularité du droit romain qu'il faut remarquer, car on a trop tendance à croire à l'universalité du droit. C'est peut-être là aussi un travers de la pensée évolutionniste qui consiste à réputer la sacralisation des premiers droits, une sacralisation qui aurait été accrochée au rituel. Or, si on prend l'exemple d'un certain nombre de droits, par exemple les droits du Proche-Orient ancien, tels qu'ils nous sont connus par les tablettes cunéiformes, eh bien on s'aperçoit que ces droits-là, dans ces droits-là, les actes sont constitués sans qu'il soit nécessaire d'observer une forme particulière, donc sans aucun rituel. Revenons maintenant à la configuration du rituel judiciaire à l'époque moderne et contemporaine. Antoine Garapon, que je suivrai ici, retrouve cet élément caractéristique du rituel romain, à savoir la coupure qu'opère le rituel judiciaire avec l'ordinaire de la vie. Et cette rupture, elle opère à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau du temps. Le temps du procès instituant un moment extraordinaire, détaché du temps ordinaire. La doctrine interprète souvent ce temps à part comme un retour symbolique au chaos primordial qui voit le triomphe de l'ordre restauré. Le rite permet aussi la mise en scène du spectacle judiciaire.
car le procès opère comme une sorte de théâtre dans lequel chacun des protagonistes joue le rôle, doit jouer le rôle qui lui est imparti. D'abord, le magistrat, dans la robe, héritée du pouvoir souverain, signale la majesté. La robe, on a vu, désigne le pouvoir du juge. Mais elle gomme aussi, elle a cette vertu qu'elle gomme l'individualité du juge. Le magistrat en robe figure comme une personne au sens étymologique du terme, car personne, on le sait, le mot vient du latin persona, qui désigne le masque antique de l'acteur. La robe est donc comme une enveloppe qui réalise le dédoublement de sa personnalité. Dans sa robe, le magistrat n'est plus ni un homme ni une femme de chair, il est un personnage anonyme qui occupe donc une fonction, un office, un masque impassible, justement, insensible aux émotions, un masque qui est aussi protégé de la souillure du crime. La robe, c'est aussi un tablier protecteur, selon l'expression du Carafon. Et là, on peut faire un rapprochement avec la toge du magistrat romain. Le mot toge vient du latin togere, et togere est l'idée d'une couverture, d'une protection, c'est le vêtement qui protège. Au magistrat en robe, les parties sont en situation de vulnérabilité, elles que rien ne recouvre et qui, au contraire, sont exposées au pouvoir. Je renvoie là à l'analyse du spectacle judiciaire qu'a pu faire Antoine Carafon. La rupture s'inscrit aussi dans l'espace. Les lieux de justice ne sont pas des lieux ordinaires. On a vu, les règles de l'architecture organisent souvent leur retranchement. Alors, il y a peut-être des exceptions, on y reviendra tout à l'heure. Le palais de justice, envisagé comme un temple, fait son apparition dans la ville au XVIIe siècle. Jusqu'alors, le lieu où l'on rendait la justice, c'était un lieu banal, un endroit banal, souvent une maison qui était intégrée dans la cité. Désormais, le temple s'élève dans la ville et ses dimensions signalent sa monumentalité. Cet endroit est neutre au sens où aucune fantaisie ne permet d'en faire un bâtiment original. Mais il est aussi un élément étranger dans la ville. Tout est fait pour marquer la distance. Alors qu'au Moyen-Âge, les boutiques de marchands étaient contiguës au lieu de justice. Très souvent, le lieu où l'on rendait la justice était au-dessus justement de ces boutiques. Le temple de justice est désormais coupé de la vie quotidienne. Les marches que les justiciables doivent franchir marquent la distance et la porte surplombant la rue matérialise encore davantage cette séparation. Comme le dit Robert Jacob, l'architecture nouvelle, je le cite, l'architecture nouvelle instaure un rapport d'altérité radicale entre la justice et le justiciable. L'espace judiciaire est un espace sacré, mais ce n'est plus la transcendance du pouvoir d'un juge agissant par délégation divine qui marque la distance. La séparation opère désormais du fait de la majesté d'un juge officiant dans le temple de la loi. Et Antoine Carafon insiste sur la particularité de ce rituel français qui conduit au pénal à l'infériorisation de l'accusé, à sa mise en nu. C'est qu'en France, le procès est un acte de souveraineté. La transplantation de ce modèle français en Afrique a opéré ce transfert d'une représentation de la justice en majesté, coupée du monde ordinaire, figurée sous les traits d'une Thémis aux yeux bandés portant la balance. Le lieu de justice fait peur. J'ai discuté en Côte d'Ivoire avec une personne qui s'occupait de la clinique du droit et elle me disait que beaucoup disaient préférer changer de trottoir plutôt que de passer devant les portes du palais de justice. Et aussi que la langue qu'on y parle n'est pas toujours bien connue et le décalage entre les savoirs peut parfois conduire à des impasses. Pour prendre un exemple, comment le droit de l'État peut-il se saisir des affaires de sorcellerie? Le droit colonial français a créé l'infraction, mais en pratique, les juges coloniaux, confrontés à l'impossibilité de la preuve, préféraient souvent n'y voir qu'une illusion ou une supercherie. Et dans le contexte post-colonial,
de nombreux juges en Afrique ont incité à se saisir de ces affaires qui correspondent à une réalité africaine. Un magistrat de la République du Cameroun exhorte les juristes africains dans leur ensemble à cesser de privilégier exclusivement les modes de preuve importés au détriment de ce que nos ancêtres ont pu imaginer en leur faisant ce genre de procédure. Il suit en cela les recommandations d'un anthropologue indien, Shiv Viswanathan, qui insiste sur l'idée de ce qu'il appelle une justice cognitive. C'est-à-dire que contre le seul savoir d'experts formés sur le modèle occidental, il faudrait recourir à la pluralité des savoirs et valoriser le savoir-faire des savoirs traditionnels, promouvoir ce qu'il appelle une hospitalité des savoirs. Là, je cite un extrait, enfin, je cite un jugement du tribunal correctionnel. Attendu que la sorcellerie est une réalité africaine, que les moyens permettant de parvenir à la manifestation de la vérité sont propres au terroir où elle se manifeste, que de tout temps les ancêtres ont décelé les Gangas par l'observation du comportement des fourmis rouges, qu'il s'agit d'un savoir du terroir qui a assuré le maintien des hommes et des femmes et la pérennité des communautés. L'idée est donc que la sorcellerie étant une réalité africaine, sa preuve ne peut être apportée que par des experts locaux qui sont les dépositaires d'un savoir traditionnel. Mais cette preuve est parfois délicate, car les savoirs locaux parfois ont été oubliés. Et un casque hérissé de pointe a ainsi pu servir de pièce à conviction pour obtenir la condamnation de l'homme caïman, alors qu'il s'agissait d'une simple coiffe d'initié. Mais le rituel d'initiation n'avait plus cours et la fonction de l'objet n'avait pas été comprise par les magistrats, en l'occurrence de l'appel de Bombardé en Centrafrique. À une enquête sur les représentations de la justice réalisée en France, à Bordeaux, entre 2015 et 2017, un participant a répondu, je cite, « Le juge écrase, alors nous, on l'écrase ». La formule est révélatrice de la défiance qu'éprouvent de nombreux justiciables envers le pouvoir judiciaire, de leur sentiment que la justice, plutôt que service public, est un lieu de soumission. En France, comme en Afrique, l'incitation est forte à dépasser et à contourner cette justice d'État en privilégiant des modes amiables de résolution des litiges. En Afrique, un des arguments avancés est que ces justices sont traditionnelles, qu'elles correspondent à une propension naturelle à juger des litiges de l'intérieur, dans le ventre. Il ne faudrait cependant pas idéaliser ces modes dits amiables, car ils consacrent des pratiques, peut-être au contraire aux droits de l'homme, c'est des femmes aussi. Par ailleurs, ces justices amiables sont aussi un champ d'action propice aux logiques du pouvoir. En Occident, par exemple, dans le monde du droit du travail, en Afrique aussi, puisque la justice traditionnelle n'est pas toujours à l'écart de la corruption, dans la mesure où peut se poser le problème de la rémunération de toute une vie. En Afrique comme en France, c'est donc peut-être par les rituels que l'on pourrait parvenir à réconcilier les justiciables avec les justices d'État, à condition de penser, d'imaginer un rituel qui remettrait la justice à la disposition des justiciables en se rapprochant.